et de soutien aux collègues. On a découvert que c'était ce qui était arrivé à Jean, qu'on a revu après avec Jean-Pascal dans les Hautes-Alpes au mois de mai. Et puis avec Christine Renon, ça a été très médiatisé, que c'était pas exceptionnel. Christine Renon, ça a été médiatisé parce qu'elle avait vraiment prévu le coup. Elle a préparé sa lettre, elle a diffusé sa lettre, elle a terminé sa lettre en remerciant élèves, parents d'élèves, collègues, autres directeurs, et en remerciant l'institution de ne pas salir son nom. Ça voulait tout dire. Laurence vous a dit qu'elle a fait un burn-out, elle a été directrice d'école, maintenant elle est remplaçante. Moi j'ai fait un burn-out, j'ai été directeur d'école, maintenant je suis remplaçant, ça va beaucoup mieux. Je bosse en gros 3 fois moins pour la même paye. Pour vous dire la reconnaissance que l'institution a envers les directeurs d'école, qui portent tout. Ça c'est vraiment... Donc je profite du temps qui m'est donné, puisque je travaille 3 fois moins, justement, pour pouvoir soutenir les collègues, être à l'écoute et essayer de faire avancer certaines choses, parce que être juste à l'écoute et puis pleurer avec les collègues, c'est utile, mais ça ne suffit pas. Donc, on entend beaucoup de choses. On entend des jeunes collègues qui se sont investis, qui ont fait 5 ans d'études. Je vous ai dit Laurence, maintenant on arrive au master pour passer le concours. Ils sont dans leur première année où ils sont stagiaires, ou alors ils sont titulaires depuis 1 an ou 2 ans, et vous disent je vais démissionner. C'est incompréhensible. Des gens qui ont investi pour faire ce métier. Alors, certains se sont trompés parce qu'ils ont fait des études, ils ne savaient pas où ils voulaient aller, ils ont passé un concours, ils sont plantés. Ok, ceux-là ils réalisent qu'ils ne sont pas faits pour ça. Mais des gens qui vous disent moi c'était mon rêve et vraiment je ne retrouve pas ce pourquoi j'ai rêvé, et pourtant quand on parle avec eux de la conception du métier, ils ont la même que celle que je pouvais avoir. C'est-à-dire que, alors moi contrairement à beaucoup d'enseignants, j'étais pas un bon élève, j'étais ce qu'on appelle vulgairement un fouteur de merde, je suis assez rebelle, ce qui m'a permis, à contrario, de pouvoir développer une pédagogie qui pouvait aider justement les élèves en difficulté, qui sont souvent ceux qui posent problème. Mais pour moi, c'est un plaisir d'enseigner. Et ça l'a été en début de carrière, ça l'est maintenant. J'ai pu tomber assez bas. J'ai pas l'habitude de parler en public, donc voilà. Je suis administratrice du groupe Les Styles Rouges. C'est un groupe d'enseignants qui est né le 12 décembre de l'année dernière, donc en fait bientôt dans 1 an. En fait, c'était simplement sur un groupe Facebook de profs. Quand on a vu les mesures prises par le président de la République suite aux Gilets jaunes, on s'est rendu compte que les enseignants étaient complètement oubliés, qu'il n'y avait aucune mesure pour nous. Et on s'est dit, nous, quand est-ce qu'on pense à nous? Et donc du coup, il y a une personne qui a dit, tiens, si on faisait un groupe Facebook pour justement pour dire ce qui ne va pas et pour essayer de faire changer les choses. Parce que, et très rapidement, j'ai le rejoint aussi, donc du coup, en tant qu'administratrice, parce qu'on s'est dit, voilà, il y a déjà les syndicats. Le truc, c'est que les syndicats, le primaire et le secondaire sont séparés. Et nous, on voulait un mouvement qui était en dehors de tous les syndicats, pas contre les syndicats, mais en dehors des syndicats, et qui regroupait tout le monde, le primaire, le secondaire, les profs, les non-profs, le privé, le public, qui regroupait un peu tout le monde. Et en fait, on s'est rendu compte que très rapidement, il y a eu un grand engouement et plein de personnes sont venues pour s'inscrire dans le groupe. Et on ne pensait pas que ce serait aussi rapide. Et donc du coup, on a essayé d'abord de voir ce qui n'allait pas, et on s'est rendu compte en fait que tout le monde ne venait pas pour les mêmes raisons. Il y avait des personnes qui venaient parce qu'ils ne touchaient pas assez d'argent. Et donc du coup, et ceux qui venaient parce qu'il y a des problèmes dans leur classe, et ceux qui venaient parce qu'ils étaient en manque de considération. Donc à partir de là, en fait, on a regardé tout ce qui n'allait pas, on a fait un manifeste. Et il y a 3 points qu'on essaye de défendre. Le premier point, c'est le salaire. Dans les 20 dernières années, on a perdu 40% de notre salaire. On est niveau bac plus 5 et pourtant on a quand même du mal à faire les fins de mois. Moi, je suis maman célibataire et il arrive des fois à la fin de mois où je ne sais pas si je pourrais acheter à manger à mon fils. Et c'est un peu catastrophique.
catastrophique, étant donné le nombre d'heures qu'on travaille en plus en classe, parce qu'on travaille en classe, on travaille aussi beaucoup en dehors, pour préparer, pour corriger, pour faire les projets, etc. C'est un long travail. Il y a aussi le second point du manifeste, c'est les moyens. Les écoles manquent de moyens. On a trop d'élèves par classe. L'argent est inégalement réparti en fonction de l'endroit où on enseigne. Par exemple, nous en primaire, c'est les mairies qui donnent les moyens. Moi, j'ai une mairie qui n'a pas du tout comme priorité l'école. Et on a très peu de enseignants et d'autres écoles à côté qui ont beaucoup plus d'argent, c'est beaucoup plus facile. Là où je suis, on ne peut pas respecter les programmes parce que dans les programmes pour le CM1 et CM2, on est censé faire l'informatique, on n'a pas d'ordinateur. On est censé faire la programmation, on n'a pas de programmer. Et ça, c'est un tout petit peu par rapport à tout le reste. Donc, un vrai manque de moyens, trop d'élèves par classe, pas de moyens pour enseigner. Et enfin, pour terminer, le respect aussi. Un grand problème de respect. Comme l'a dit tout à l'heure, nous n'avons pas de médecine du travail. On est de moins en moins écoutés. Les programmes changent sans arrêt. On ne concerte jamais. Et voilà, en fait, on doit s'adapter. Par exemple, quelque chose un petit peu bête, mais par exemple, en grammaire, on nous disait, oui, c'est à tout prix, c'est le COD, le OCOE, etc. D'un coup, on nous dit, ah non, c'est nul, maintenant, il faut le prédicat. 2 ans plus tard, ah bah non, le prédicat, c'est nul, finalement, il faut revenir au CD, au COE. Et ils changent comme ça, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Moi, tous les étés, j'ai mon programme qui change, tous les étés, je dois retravailler le programme, alors que j'ai le même niveau tous les ans. Et ça, et en plus, le fait qu'on soit aussi soutenu par la hiérarchie et par le gouvernement aussi, qui nous, on est sans arrêt descendu, on n'est jamais défendu. Et donc, c'est ces 3 points-là qu'on aimerait défendre. Et donc voilà. Comment est-ce qu'on a fait pour essayer de bouger les choses? On a fait plein de choses différentes. Déjà, pour commencer, on s'est dit qu'on ne fait pas au national pour aider tout le monde. Donc, il y a des sous-groupes qui sont faits dans les différentes académies. Et on a fait différentes choses. On a fait de l'avertissement pour essayer de rendre plus concret pour les personnes qui ne sont pas du milieu enseignant, parce que les gens, quand ils voient l'enseignant, ils voient quoi? Ils voient qu'on ne travaille pas, qu'on est tout le temps en vacances, qu'on est toujours en plainte, toujours à faire la grève, etc. Et donc, pour informer les gens de ce qui se passe vraiment sur le terrain, donc on a fait des tractages, on a fait des corrections sur place publique. On a aussi alerté les médias. À un moment donné, on était très présents dans les médias. On a aussi voulu montrer notre mécontentement avec des sittings, dont des sittings au niveau de l'Assemblée nationale au moment où les lois de la confiance étaient votées. On a fait des manifestations, des grèves. On a demandé aussi, on a eu de nombreuses entrevues avec des députés, avec des sénateurs. On a eu 3 entrevues au ministère de l'Éducation nationale. Et voilà. Et on a fait aussi, essayé d'analyser aussi les lois qu'on nous proposait, et aussi on a essayé de les analyser, de dire nous comment on voyait les choses pour faire autrement, pour que ça se passe mieux. Parce qu'il y a vraiment un gros problème d'écoute, en plus on n'est pas assez écouté, et on n'est pas assez pris en compte. On a vidé de contenu les enseignements. Et pour un enseignant, il n'a rien de pire que d'enseigner du vide. Je vous demande à tous un jour d'aller ouvrir un manuel de CM1, CM2 actuel. Vous allez voir qu'en histoire géo, on apprend plus les pays, bien sûr, et les citoyens du monde. On ne va pas vous accrocher à votre territoire. D'ailleurs, moi, j'habite plus la France, vous non plus. Vous habitez les territoires. Remarquez, on dit les territoires. Donc, on vous parle de traitement des déchets, on vous explique comment vous déplacer en France, on vous explique comment consommer. En histoire, on fait du zapping. Il ne faut surtout pas avoir de romans historiques et de chronologie. Et la construction des programmes est absolument effarante. Donc la perte du sens, c'est quelque chose de très violent quand vous êtes enseignant et que vous êtes attaché au savoir. Et on va vous demander des choses de plus en plus complexes. Vous allez être soumis à des injonctions paradoxales, c'est-à-dire des trucs absurdes. Vous devez absolument avoir toujours vos élèves sous les yeux, mais si quelqu'un sonne à la porte, un retardataire, vous devez aller l'ouvrir. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les 30 et vous allez l'ouvrir ou... Voilà, injonction paradoxale. On vous demande de mettre au point des PPMS, en particulier de mise en sécurité, par rapport à s'il y a une attaque terroriste. On est tous dans des écoles qui sont des terrariums complètement vitrés. Une balle de Kalachnikov, il faut 30 cm de béton. Donc, on peut faire tous les exercices qu'on veut. Alors, vous faites des exercices avec les membres planqués sous la table et qui disent « Non, mais là, le méchant, sinon, il va nous voir. » Oui,
Même si on ne fait pas de bruit, et en plus, l'alarme, le maire, il n'a pas voulu payer de petits bips. Donc c'est la directrice qui, avec une corne de brume, là, comme on a dans les stades, signale qu'un intrus est rentré pour tous nous rafaler. Donc vous êtes dans une situation complètement démente. On vous demande de remplir une mission impossible. Sur ce, vous avez aussi la technique de l'avalanche. C'est magnifique la technique de l'avalanche. Il y a des technocrates, ils ont appris à faire ça. Ils savent qu'ils ont un truc débile à vous demander. Ils veulent surtout pas que vous leur disiez « non mais c'est débile ton truc ». Donc, ils vous envoient une dizaine de textes de loi avec des liens qui ouvrent d'autres liens sur les chiffres que vous donnez. Et le truc important, il est moyen-audin. Le truc important, ça permet de faire morfler le lampiste. Vous en avez eu un magnifique exemple avec la rectrice de Versailles qui s'est pointée dans une école où des mamans voilées assumaient un rôle d'enseignement. Et qu'a-t-elle fait? Elle a dit « oh ben alors, hein, la directrice, elle a fait une bêtise, elle ne savait pas qu'on n'avait pas le droit. » Et bien la directrice, elle ne pouvait pas le savoir. Parce que M. Blanquer, il a inséré dans son vadémécum de la laïcité, en douce, un changement de jurisprudence. C'est-à-dire qu'avant, on disait, c'est possible. Mais après, on a dit, c'est plus possible. Mais personne n'a informé le lampiste. Il ne faut surtout pas qu'il soit au jus, parce que si un pépin, si la presse vient voir ça et tout, il faut pouvoir dire, ah ben c'est la directrice qui a fait n'importe quoi. Donc, insécurité juridique, perte du sens du travail, injonction paradoxale. Après, vous avez le truc bien aussi, c'est l'exemple culpabilisant. Alors Blanquer, il va, c'était pareil, ils ont tous fait, qui les enseignants, vous qu'ils aient les bonnes mines, on va dans un endroit où ils sont un peu faillots, un endroit où la municipalité est généreuse, et on se fait photographier, c'est génial, ils sont à la pointe, ils font des dictées par tweet, c'est super branchou, il y a des start-upers et tout, c'est génial. Et on explique comme ça aux pauvres types qui vendent des cakes pour payer un ordi à sa classe, que quand même, ils pourraient bien faire de l'informatique, ils y arrivent là-bas. Donc ça, c'est la culpabilisation. Enfin, vous avez le muselage de la souffrance, effectivement. Nos syndicats, localement, sont des vrais gens bénévoles qui aident leurs collègues. Mais l'agenda n'est pas le même que ceux qui sont en haut, dont la volonté est souvent de finir au Conseil économique et social. Donc, cogestion, moi je ne crois pas, on ne peut pas être dedans et dehors. Donc, l'information ne remonte pas par eux, l'information ne remonte pas par la hiérarchie. L'inspecteur est un écriteur de vagues. Donc, si vous gonflez, ben vous gonflez. Voilà, donc ça ne remonte pas par là. Enfin, comme on n'a pas de médecine du travail, on dit bien ça, hein, un type qui met en rayon dans une grande surface, il est mieux suivi médicalement qu'un enseignant. Moi, j'ai passé une visite médicale à 25 ans. Donc, vous imaginez, on peut avoir la tuberculose, c'est le cas. Il y a des enseignants qui exercent en milieu précaire, ils peuvent cracher sur les mobs, c'est pas un problème. Voilà. Donc, pas de médecine du travail. Enfin, aucun indicateur sincère et véritable pour, ça c'est un terme technique de statistique, pour évaluer les contextes d'enseignement. C'est ce que je vous ai dit au début sur les inégalités. Donc, voilà. Et enfin, il y a la stratégie du réverbère. Ça, c'est moi qui l'ai inventé. La stratégie du réverbère, c'est un truc génial. Tout à coup, il y a le pas de vague. Ouais, il y a un enseignant qui s'est pris un tampon dans la tête, c'est un méchant élève, tout ça. Alors là, on va allumer, on va faire de la com, on va dire non, mais on va écouter, on va faire de la sécurité dans les quartiers. On met un gros réverbère là. Qu'est-ce que ça fait un réverbère? Ça éclaire super bien un endroit. Et ça plonge dans l'obscurité tout le reste. Comme ça, on ne voit pas que la première des violences vient de l'institution elle-même, qui n'aide pas les enseignants. Et je pense que Bruno Martin va en parler clairement, parce qu'il est très technicien, il connaît mieux le dossier que moi. Enfin, le dernier point, Luc Châtel avait mis en place les comités d'hygiène, technique et sécurité. Ceux qui travaillent dans le privé le connaissent. Ce sont des outils de prévention et que l'on peut solliciter par le biais d'un registre santé et sécurité. Je n'ai pas trouvé dans les anciens directeurs, je suis dans les hauts, je n'en ai pas trouvé un qui sache ce que c'était, et encore moins un collègue. Donc, M. Blanquer, qui est très dans l'école de la confiance, il se garde bien de donner aux gens l'outil pour se sortir de cette panade. Voilà. Parce qu'il ne faut jamais oublier que quand on dit « je te fais confiance », on dit « oui, je te fais confiance », mais on dit aussi « démerde-toi ». Et ce qui tue nos enseignants, c'est ça. Oui, nous avons des vacances. Mon père avait une PME. Il était commerçant, je sais le travail dur. Moi, je travaille depuis l'âge de 15 ans, je travaillais dans son commerce. Bon, je sais ce qui est dur, mais il y a des spécificités dans l'éducation nationale, un management toxique,
Et ça va empirer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, précision, l'association Ariane ne se retrouvait pas sur Facebook pour une Ariane, P-O-U-R, une et Ariane, il y a une majuscule à P, à U et à A. On est partenaires, on a eu une réunion extraordinaire où j'ai pu voir ce que c'était que la démocratie de terrain. C'est-à-dire que j'ai vu des gens qui étaient de tous les bords syndicaux, qui avaient tous un parcours, un constat de l'impuissance syndicale, je pense, qui avaient tous envie de faire avancer la chose, qui étaient du premier, du second degré. Et personne ne s'est posé la question de savoir si on était dans le premier, le second degré, si on était dans un syndicat de gauche, un syndicat étiqueté à droite. On a tous voulu faire avancer les choses et on y est arrivé en très peu de temps. Donc voilà, il y a de l'espoir. Moi je crois qu'il y a de l'espoir. Merci beaucoup, mes chers